Bon, rebonsoir les gars. Je m'en vais donc finir aujourd'hui les phases de poule avec donc les groupes G et le groupe H. Donc là, je vais faire le groupe G qui était composé de l'Allemagne, des États-Unis, du Portugal et du Ghana. Donc l'Allemagne première de son groupe avec 7 points. Ce qu'on va dire cette Allemagne, c'est qu'elle est dans les temps. Elle fait même mieux que lors du dernier mondial où elle n'avait eu que 6 points au sortir des phases de poule. Donc là, elle a 7 points. Elle a affiché une certaine facilité coutumière, mais moi j'ai plus de réserve quand même que de satisfaction. Parce que, certes, Bastien a manqué le premier match. Le deuxième, il rentre tardivement en deuxième mi-temps. Et là, il fait le retour. Certes, il n'y a pas Royce. Mais en plus de tout cela, j'ai trouvé que Joachim Löw joue un peu avec le feu au niveau de sa défense. Parce qu'il a tout simplement aligné 4 milieux défensifs. 4 défenseurs centraux. Excusez-moi, 4 défenseurs centraux. Donc, dont 2 qui jouent latéraux, donc Boateng à droite et Howard à gauche. Si tant est que Boateng a déjà une expérience comme latéral droit, bien qu'il n'aime pas ce poste, Howard est vraiment un novice sur son poste. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je me dis que face à des vrais ailiers, sa défense risque de souffrir. D'ailleurs, ils ont souffert contre le Ghana. La défense centrale, Hummels Mertesacker, elle tient la route. Le milieu de terrain, alors, je n'ai pas compris pourquoi il y a eu Kedira. Bon, c'était l'ancien remplacement de Schweinsteiger. L'âme qui donc va certainement savoir confirmer ce poste de milieu défensif. Rien à voir. C'est un milieu qui a été quand même mangé physiquement contre le Ghana. Bon, surtout Kedira, dont on pouvait voir clairement qu'il est en convalescence. Mais c'est un milieu qui avait été mangé physiquement contre le Ghana, mais qui a toujours cette capacité à pouvoir ressortir vite le ballon dans la profondeur. C'est-à-dire, même contre le Ghana, ils ont eu 2 ou 3 actions où ils sont parvenus à trouver très vite les 3 attaquants de devant. Et donc, les 3 attaquants de devant étant donc Ozil sur un côté, Götze de l'autre et Müller en pointe. Alors, j'ai dit 3 attaquants parce que ces 3-là permutent. À un moment, ça peut être Götze, à un moment, c'est Müller, à un moment, c'est Ozil. Et ce qu'on peut dire, c'est que Götze est pour moi celui qui m'a le moins convaincu. Même s'il est vraiment technique, on le connaît, il est vraiment doué, tout ce qu'on veut. J'ai trouvé qu'il manquait vraiment d'engagement sur certaines actions. Je trouve qu'il est même trouvé un peu mou, bon, même s'il marque contre le Ghana. Il a aussi des occasions franches, surtout contre le Portugal, 2 occasions franches qu'il n'a pas converties. Et bon, à sa place, j'ai milité assez étrangement pour la titularisation de Podolski, voire de Schürrle. Et on a le 3e match, donc tout à l'heure, on a eu Podolski à sa place. Ozil n'est pas le même que celui d'il y a 4 ans. Il a tendance à disparaître dans un match, une tendance assez effrayante. Il ne prend pas autant le jeu à son compte comme il le faisait il y a encore 2 ans. Je ne sais vraiment pas quoi penser de lui. J'ose croire que peut-être à partir du week-end de finale ça va aller mieux, mais là je ne suis pas vraiment très fan de cette performance. J'ai trouvé qu'il soit il joue avec le frein à main, soit il est en baisse de forme, quelque chose comme ça. Mais Ozil, ce n'était pas ça pour moi. C'est un peu au-dessus de Götze, mais lui et Götze, franchement, doivent se ressaisir pour la suite de sa compétition. Et Müller, toujours égal lui-même, excellent dans son placement, dans ses appels, dans ses courses, dans son réalisme. Il en est à 8 buts en 10 matchs de Coupe du Monde. Je crois il a 25 ans. Il est dans des temps extraordinaires. Sachant qu'avec un peu de chance, il reste 2 mondiales à jouer.
C'est vraiment, je crois, on peut d'ores et déjà dire que s'il continue comme ça, il pourrait être le nouveau meilleur buteur du mondial. C'est prévoir à l'avance, hein, c'est peut-être s'avancer trop tôt. Mais là, il en est déjà à 4 buts, donc ça lui fait 9 buts en 2 éditions. Pour rappel, comment ça s'appelle? Klose en était à 9 buts en 2 éditions, pareillement aussi. Et là, je peux me dire que vraiment Müller est la principale arme offensive de l'Allemagne, parce que pour tout ce que j'ai dit tantôt, mais aussi parce que en plus il est imprévisible. On ne peut pas le marquer, on ne peut pas le museler, c'est-à-dire c'est vraiment lui qui est en baisse de forme. Mais c'est-à-dire que c'est pas un attaquant que tu peux dire je vais le marquer, je vais prendre la culotte. Non, il est imprévisible, il est vraiment imprévisible. C'est ça qui fait aussi son talent, sa particularité dans le football d'aujourd'hui. Donc une très bonne équipe d'Allemagne dans l'ensemble, malgré mes quelques réserves concernant sa défense, qui donc va affronter l'Algérie en 8e, un remake du Mondial 82. Et moi je place l'Allemagne largement favorite. Pour moi ça ne fait aucun doute, même si l'Algérie, bon, elle a ses armes. Mais je place l'Allemagne largement favorite. À elle maintenant d'être à la hauteur. Parce que l'Allemagne est attendue au moins pour le demi-finale. Et que ce soit là, que ce soit après contre peut-être la France ou tout autre adversaire, elle se doit de montrer un visage de favori. Surtout en l'absence, donc conjugué de pas mal de candidats possibles comme l'Angleterre, l'Italie, le Portugal et autres. Elle doit vraiment montrer, vraiment faire valoir son rang de nation favorite. Donc en deuxième, on a eu les États-Unis, qui est une équipe qui, franchement, je crois, si ce n'était pas fait en 2010, ce sera cette année, a vraiment gagné le respect de toute la communauté du football. Si ce n'était pas fait depuis là, parce qu'on peut considérer que 2002 était un coup de chance. Bon, et en 2006 d'ailleurs, ils n'ont pas confirmé parce qu'ils finissent au premier tour. Mais en 2010, ils sortent, certes de justesse. Et là, en 2014, vraiment, j'ai vu une équipe américaine qui n'a rien à envier à certaines des très grandes formations européennes. Franchement, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la discipline, que ce soit dans la tactique, que ce soit même au niveau technique. Parce que je pense à ces deux latéraux à la défense. Beasley à gauche, qu'on a connu ailier, donc il a joué un cran plus bas, et Fabian Johnson qui est une révélation, qui se projette très vite vers l'avant et défend bien en plus de courir vite et de savoir en plus de courir vite et d'avoir un apport offensif indéniable. Je pense aussi donc à la défense centrale qui moi m'avait un peu inquiété parce que je me disais là il n'y a pas Bocanegra, il n'y a pas Chirundolo, comment ils vont faire? Ce sont les deux défenseurs historiques de l'Allemagne et des États-Unis ces 10 dernières années. Elle a fait son match. Cameroun, je crois que c'est Cameroun et Bessler. Ils ont vraiment fait leur match. Ils ont vraiment fait leur mondial au moment où nous en sommes là. Le milieu, c'est une surprise. On a Bedoya, le Nantais. Beckerman, très bon. Jermaine Jones, l'Allemand, qui a été naturalisé ces dernières années. Et le meneur de jeu, si je puis dire, parce que à la base c'est milieu défensif, Michael Bradley, que vraiment je regrette l'absence en Europe. Il était à la Roma, moi je le trouvais bon à la Roma, puis il a léger à Toronto. Mais vraiment Beasley a vraiment servi de régulateur à cette équipe. Peut-être certainement aussi parce que c'est l'un des plus anciens, c'est l'un des plus confirmés, il est titulaire depuis 2009. Mais vraiment j'ai trouvé très très bon dans l'animation offensive, dans le repli, dans la solidarité. Que ce soit lui et Beckerman et Jones, ils forment un trident. Ils forment un trident au milieu, à la fois technique et physique, mais juste le bon dosage. C'est-à-dire que ce n'est pas trop technique, ce n'est pas trop physique, mais il y a juste le bon dosage. Et ils ne s'embrassent pas des détails inutiles. Ils reçoivent vite les ballons. Ils ne perdent pas le temps à temporiser. Non, ils reçoivent vite les ballons vers les ailiers. Donc, et là, les attaquants. Donc, les ailiers, je crois, c'est Suzy. L'autre, je n'ai pas son nom en tête. Et bien évidemment, le point fort de cette équipe, c'est l'extraordinaire et l'excellent Clint Dempsey.
qui pour moi est un coup de cœur depuis 2009, depuis ce match de Coupe de Confédération contre l'Espagne, ce quart de finale contre l'Espagne, non, c'était demi-finale contre l'Espagne, où il a fait un match énorme et où les États-Unis battent l'Espagne 2-0. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce joueur, pour ça, pour son style, pour sa dégaine, vraiment tout un ensemble de qualité, à la fois meneur de jeu, à la fois ailier et là attaquant de pointe. Il sait tout faire en point de vue offensif, il sait tout faire. Et vraiment lui aussi j'aimerais le revoir en Europe parce qu'il peut vraiment faire le bonheur d'un club européen de haut niveau. Il peut faire le bonheur d'un club européen de haut niveau. On parle d'un joueur qui était à Fulham, qui a fait les beaux jours de Fulham et qui quand même émargé, je crois il émarge une saison, il y a une saison où il émarge à 20 buts. Il émarge une saison à 20 buts. Et voilà, je me dis qu'il a sa place, il a encore sa place au plus haut niveau européen. C'est dommage qu'il soit rentré aux États-Unis. Mais bon, vraiment il a confirmé tout ce que tous les gens pouvaient penser sur lui. Et surtout, il a réussi à faire oublier l'absence de Landon Donovan, qui était un vrai choc. Son absence est un vrai choc. Il y a eu une décision forte prise par le coach Jürgen Klinsmann. Landon Donovan, c'est quoi? C'est la légende des années 2000 du football américain. C'est le joueur, c'est l'équivalent de Drogba en Côte d'Ivoire, c'est l'équivalent de Eto'o au Cameroun. Et voilà, pourtant Klinsmann a décidé de s'en passer. Pour des raisons que même moi je juge que pas très convaincant, du retour de forme, non, elle décide de s'en passer. Et là son équipe carbure, même si elle a perdu Altidore lors du premier match, elle n'a pas perdu cependant en capacité de réaction, en volonté, en velléité de jeu offensif. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça que moi j'ai voulu saluer. Déjà donc le fait qu'ils battent le Ghana de justesse, parce que ils convertissent leur relation, le fait qu'ils dominent mais littéralement le Portugal sur tout le match et qu'ils se prennent un nul immérité, et là ils perdent contre l'Allemagne, heureusement sans conséquence, parce que ça aurait été vraiment une injustice de les voir rester au premier tour. Ça aurait été une injustice. Et moi ce que j'aime surtout, c'est que je crois que ça aide à augmenter l'engouement du peuple américain dans le football. Et je crois que de plus en plus ils commencent à comprendre le jeu, ils commencent à saisir la fièvre du jeu, même si les connaissances, ça ne sera jamais légal de leur baseball ou de leur football américain ou de leur basketball ou de leur hockey. Mais je crois que là le peuple américain se prend vraiment une vraie fièvre pour le soccer, comme on dit. Donc allez revoir contre la Belgique. Et moi franchement je peux même dire que je mets une pièce sur eux contre la Belgique. Alors, la Belgique a encore du chemin à faire, elle a encore quelque chose à prouver pour vraiment rassurer. J'y reviendrai sur la Belgique plus tard, mais chapeau aux Américains. Le Ghana peut nourrir des regrets comme d'habitude. Enfin, je veux dire comme d'habitude. Elle peut nourrir des regrets là parce que pour une équipe qui a fait 8e de finale en 2010 et quart de finale en 2010, la progression logique aurait été les demi-finales. Et là, on voit une équipe qui n'a pas réussi à sortir de sa poule, mais surtout grâce à des erreurs individuelles. Lors du premier match contre les États-Unis, ils prennent un but trop tôt, qui coupe leur élan. Et même si après ils réussissent à se remettre dans le jeu, ça n'a jamais été pareil. Contre l'Allemagne, et je ne l'aurais jamais cru, c'est eux qui dominent ce match, ils dominent dans les engagements, ils dominent même dans les actions et dans le jeu. Mais il manque ce petit truc, ce petit soupçon de réalisme qu'ils auraient dû avoir, qu'ils n'ont pas eu. Et là donc ils viennent de perdre contre le Portugal, là encore à cause d'erreurs individuelles. Mais on peut dire qu'elle a bien joué, on peut dire qu'elle a vraiment tenu son rang en termes de qualité de jeu, mais moi je trouve que c'est une équipe décevante. Et cette nouvelle génération qui s'annonce a du chemin à faire dans l'engagement, et elle a du chemin à faire pour marcher dans les pas de ses glorieux aînés. Parce que moi je vois donc John Boy, il fait 2 erreurs, 3 erreurs. Je vois un milieu de terrain, Souley Montari, puissant physiquement, engagement, mais qui vient de se faire virer de l'effectif avec Kevin Prince-Boateng. Kevin Prince-Boateng qui était une erreur dès le départ. Jamais ce joueur n'aurait dû revenir dans cette sélection. Jamais il n'aurait dû revenir. Pas après avoir laissé l'équipe pendant 3 ans. On le rappelle. Et on le rappelle, premier match on ne fait pas jouer, il est fâché. Deuxième match on le fait jouer, il est inexistant pendant
45 minutes. Et là, suite à une brouille avec son coach, il est rentré au pays. Vraiment, je ne vois pas quel est son intérêt. Je ne vois pas quelle est son utilité. Pour l'équipe en elle-même, pour le 11 départ, vraiment, j'aurais aimé voir Akamingo, qui malheureusement a manqué le mondial pour blessure. Au lieu de ça, donc, on a quand même eu une défense assez bonne dans la globalité, soyons honnêtes. John Boy fait quand même un gros match contre l'Allemagne. Les latéraux Harrison, Afoul et Kwado Asamoah, bon, ils ne montent pas autant que qu'on l'aurait voulu, mais ils font le taf. Donc le milieu, c'était un milieu à 5, si je peux dire. Une doublette, Montari Rabiou, je crois. C'est Montari Rabiou à la récupération. Et devant, donc, Boateng en 10, une vraie erreur de casting. Ayou et Atsu qui a été très bon, que beaucoup ont découvert, mais que ceux qui ont suivi la CAN 2013 connaissent, parce qu'il fait partie de cette génération de Ghanéens qui s'est fait montrer, bon, qui s'est fait connaître à la CAN 2013, lui et Wakaso, en passant. Donc Atsu qui a vraiment confirmé un talent, c'est brut encore, une capacité vraiment à revenir sur son pied gauche. Ayou donc qui a encore montré qu'il était volontaire dans l'engagement, dans l'effort. Mais bon, comme toujours, Asamoah Gyan, un vrai Bakayoko ce mec là. Il va vous rater 10 occasions, mais la 11e il va vous la mettre. Et toujours ce sera un but technique, un but vraiment beau à avoir, un but où il va faire étalage de un vrai talent. Mais il peut se montrer par moments tellement brouillon que moi je n'aime pas ce joueur. Je n'ai jamais aimé son style. Mais voilà, de temps à autre, il arrive de mettre la balle au feu. Et il réussit à le faire. Je crois qu'il réussit à le faire il marque là contre le Ghana, il marque contre l'Allemagne, il marque contre le Portugal. Je suis pas sûr non, il marque pas contre c'est pas lui qui marque contre les États-Unis. Mais voilà, donc là il en est à 6 buts en mondial, c'est le record pour un joueur africain dans cette Coupe du Monde. Je crois que lui on risque de le revoir lors du prochain mondial si jamais le Ghana est qualifié. Ils ont pas mieux, que ce soit Waris ou Jordan Ayew qui était pathétique. Toujours à vouloir se la jouer personnelle. Franchement, ce gosse doit vraiment revoir ses priorités. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le Ghana. Si ce n'est bon, qu'il aurait peut-être pu sortir s'il avait gagné, s'il n'avait pas pris ce but contre les États-Unis très tôt. Peut-être que le reste de son tournoi ne serait pas de la même facture, mais il ne sert à rien de revenir sur le passé, d'éliminer. Et voilà. Et le Portugal, une élimination méritée, une élimination juste et qui montre bien le niveau de cette équipe portugaise qui ne vaut absolument rien. Voilà. Je veux dire que moi, depuis 2006, je constate que s'il n'y a pas Cristiano Ronaldo, cette équipe, elle ne propose rien derrière. Elle ne propose rien du tout. C'est vraiment Cristiano Ronaldo, plus encore que ce que j'ai pu dire pour l'Argentine, c'est vraiment Cristiano Ronaldo qui fait vivre cette équipe. L'effectif est en baisse de forme constante ces dernières années. Ceux qui devaient aujourd'hui faire le jeu, maintenant je les vois, je ne les reconnais plus. Ceux qui faisaient, c'est les vrais leaders de cette équipe, ils baissent. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Parce que déjà, le Portugal n'a jamais eu de gardien. À part Ricardo, je crois qu'il a arrêté en 2006. Le Portugal n'a pas de bon gardien. La défense, c'est n'importe quoi. On a joué auprès à la révélation de l'Euro 2012, qui n'a pas confirmé un axe pépé par Bruno Alves. Je sais pas. Surtout Bruno Alves, lui n'y était pas du tout. Pépé qui se foire lors de son premier match en prenant un rouge, stupide. Hein. Et pourtant, quel bon défenseur. Un latéral gauche Contrao qui malheureusement se blesse très tôt et qui s'est coéquipier. Un milieu de terrain,
si vous voulez, habituels, Veloso, Meireles, Moutinho, qui, comme je le disais, il y a 4 ans, ils étaient très bons. Et depuis, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. C'est ça. Veloso, que ce soit Veloso au Dynamo de Kiev, on va aller savoir ce qu'il fait là-bas. Que ce soit Raúl Meireles à Fenerbahçe, allez savoir ce qu'il faut là-bas. Que ce soit Moutinho à Monaco, allez savoir ce qu'il faut là-bas. Je vois ce milieu, je me dis, mais ces mecs, c'était des références dans leur club, c'était des références. Veloso était un capitaine au Sporting, Meireles faisait feu et flamme à Porto, Moutinho pareil. Moutinho a fait feu et flamme au Sporting et à Porto. Quel était arrivé? Je n'ai rien vu de leur part dans ce mondial. Des passes ratées, des passes à contre-temps, impossibilité de faire des enchaînements. Donc, la plupart du temps, c'était horrible. C'était vraiment horrible par rapport à ce que ces joueurs-là ont pu montrer il y a des années. Je ne comprends pas comment le Portugal arrive à se qualifier pour arriver ici. En tout cas, ça se voit que sans Cristiano Ronaldo, ça ne marche pas parce que CR7 était hors de forme durant tout ce mondial. Même s'il parvient à dégoter une passe décisive et un but, il était hors de forme durant ce mondial. Et ça s'est vu. Il attaque. Pardonnez-moi. Nani, qui est très carré à Manchester, mais qui est titulaire. C'est la preuve vraiment de la faiblesse à ce niveau. Eder. Non, déjà avant Eder, Hugo Almeida. Pathétique. Il ne sert à rien, il n'a jamais servi à rien en sélection. Postiga, pareil, depuis 2004 que je le vois jouer, il n'a jamais servi à rien. Il va, il vient, mais ce ne sont pas les titulaires, ce sont des joueurs par défaut. Ce sont des joueurs par défaut. Eder, l'arnaque, un joueur non seulement qui est mauvais, mais pour le bento sans tête à le faire jouer, alors qu'il a sur le banc quelqu'un comme Varela. Il a sur le banc quelqu'un comme Varela qu'il peut faire jouer. Au lieu de ça, non. Il insiste avec Eder. Eder qui est lent, qui est lourd, qui ne sait pas jouer de la tête, qui ne sait pas remiser, qui ne sait rien faire. Je ne sais pas comment il en est arrivé là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et voilà. Avec un tel cocktail, le Portugal ne pouvait faire que ce qu'ils ont fait. Exploser en plein vol contre l'Allemagne. Passer pas loin de l'humiliation contre les États-Unis, hein, si ce n'est le dernier centre de la dernière minute pour la tête de Varela, et là encore, là ils battent le Ghana. Mais franchement, pour ceux qui ont vu le match, c'est plus le Ghana qui donne ce match au Portugais, parce qu'ils mettent le but contre son camp, et puis Dauda, le goal ghanéen, se trouve fait une connerie à ce niveau. Un ballon tempé dans la surface, alors qu'il pouvait la capter de manière autoritaire. Non. C'est vrai, le Ghana a laissé sa marge au Portugal. Cette équipe ne méritait rien. Le Portugal ne méritait rien. Et le Portugal ne mérite rien. Moi, je ne les vois pas aller à l'Euro 2016. Je ne les vois pas aller à l'Euro 2016. Bien sûr, CR7 hors de forme, CR7 blessé, ça influe. Mais je ne les vois pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas CR7, c'est fini. C'est fini. C'est vraiment grave. C'est fini. Sans CR7, cette équipe n'a rien. Voilà. Donc là, elle est troisième. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, merci. Voilà, elle est éliminée, tant mieux, tant mieux. C'est une arnaque. Sa qualification aurait été une arnaque, vraiment, à ce niveau. C'est une vraie arnaque. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour la poule 4, pour la poule G. Dans quelques instants, je vais passer à la poule H. Donc, je m'occupe de certaines affaires. Ok. Merci.